Bonjour à tous et voilà, je tenais avant tout à remercier Madame Pinel et Monsieur Claes pour oula, ça bouge tout seul. C'est vrai que cette plateforme-là, à chaque fois. Euh, de me laisser intervenir aujourd'hui parce que c'est important pour moi étant donné que voilà il y a tout juste un an j'étais étudiante au master conseil éditorial et je faisais partie des animateurs et donc c'est un grand plaisir aujourd'hui de venir pour intervenir sur le sujet. Et effectivement, l'année dernière, j'ai effectué un stage à l'Espace Éthique Île-de-France et j'ai pu réaliser un travail de mémoire, enfin, une enquête journalistique, dirons-nous, sur la médiation scientifique et la participation citoyenne en crise, en temps de crise Covid. Et j'avais pu réaliser ce mémoire lors du premier confinement et des tout débuts de cette crise et de son impact dans notre quotidien. Et c'est à partir de ce travail que je vais créer un point de départ et que je vais aussi élargir un petit peu ma réflexion, puisqu'aujourd'hui il n'est pas question que de la crise sanitaire, comme nous l'avons vu. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir avoir un regard rétrospectif un an après sur le travail que j'ai pu élaborer. Donc le sujet que m'avait donné Sébastien aujourd'hui pour intervenir s'intitulait Les limites de la communication en temps de crise, puisqu'effectivement, l'année dernière, j'ai pu travailler sur la crise sanitaire ou la communication catastrophée, comme je l'avais intitulé dans mon mémoire, et j'avais effectué une typologie de l'ensemble des défis auxquels devait faire face la communication publique pour communiquer. Donc une typologie complexe d'un ensemble de défis à relever que je vais vous résumer ici. En effet, euh, la communication publique devait faire face à un contexte de crise. Elle devait donc être une communication de crise. Elle devait faire face à l'urgence, à une temporalité anxiogène, et elle devait aussi faire face au phénomène d'infodémie, à la multiplication des informations. Donc nous l'avions tous vécu l'année dernière et nous le vivons encore aussi aujourd'hui d'une certaine manière. Elle était également une communication en santé, avec tous les défis intrinsèques à ce type de communication, au sens où elle devait être une communication scientifique. Elle devait donc transmettre des savoirs extrêmement spécialisés à un public dit de profane. Elle devait être également une communication politique et publique, transmettre des décisions claires avec des enjeux concrets pour le quotidien de chaque individu. Et elle devait être également une communication sanitaire et donc aborder un sujet très spécifique et très anxiogène pour tous, c'est-à-dire la santé de chacun. C'est un rapide résumé parce que ce n'est pas le lieu ici de refaire le mémoire de l'année dernière, mais sachez qu'il est en ligne sur l'espace éthique et cette typologie est beaucoup plus détaillée. Et donc, face à cette typologie, de l'ensemble des défis auxquels devait faire face la communication et auxquels elle doit encore faire face, je m'étais donc demandé que faut-il faire, que doit-elle faire et comment elle peut affronter ces potentielles limites que sont ces défis. J'en étais arrivée donc à la conclusion qu'il y avait deux modèles. Donc pardonnez ce diapo empli de texte. Je pense que Delphine Pinel doit se retourner sur sa chaise. C'était pour vous donner un extrait d'un article d'Alexia Jolivet qui a été publié dans Pandémie 2020 et qui résume assez bien ce que j'ai dit dans mon mémoire. Je suis désolée, Delphine. Mais bon, l'article est bien, donc je préférais vous en donner certains passages. Et puisqu'il résume parfaitement ce qui a été fait et les problématiques soulignées, c'est-à-dire qu'il y a deux modèles qui ont été opposés lors de la crise et qui le sont encore, un modèle vertical et prescriptif de communication et un modèle plus horizontal fondé sur la médiation et la participation citoyenne. Et la conclusion d'Alexia Jolivet, qui était également la mienne, était que la communication devait conjuguer ces deux modèles, qu'il ne fallait en condamner ni l'un ni l'autre et qu'il fallait bien les conjuguer pour parvenir à relever l'ensemble des défis soulevés dans ma typologie. Ces deux modèles sont anciens puisque j'ai trouvé
un extrait de Platon qui confirme cette idée qu'il faut conjuguer les deux modèles de communication face à une crise. Donc, je ne vais pas détailler ici, mais je vous ai mis également un extrait des lois de Platon où il fait un parallèle entre le médecin et le législateur, et il oppose le médecin des esclaves au médecin des hommes libres, en soulignant que le médecin des hommes libres prend le temps d'entrer en communication avec le malade lui-même et ses amis, dans une logique de médiation, c'est-à-dire qu'il prend des informations et qu'il en donne au service de la guérison du patient. Et il en va de même du bon législateur qui doit en permanence dialoguer pour bien légiférer. Donc, c'est un résumé assez bref, mais c'était l'idée de l'enquête que j'ai menée l'année dernière. Et avec le recul, je constate donc que la question de départ sur les limites de la communication dans un contexte de crise, sur quelles sont ces limites et comment les soulever, devient assez rapidement quel modèle de communication voulons-nous choisir. Et ce passage, c'est celui-ci que je vais étudier maintenant, car je le trouve extrêmement intéressant, car il sous-entend le passage du subir à l'agir et permet de formuler extrêmement précisément la responsabilité de tout communicant et de leur choix. Alors pour ce faire, en bon philosophe ou en bon apprenti philosophe, j'aimerais revenir sur le terme de crise, qui est très très présent aujourd'hui. Je pense qu'on va vraiment le dire beaucoup de fois. Et il est présent 3 fois dans le titre de cette journée. Et j'ai eu un sentiment un petit peu, d'aporie, puisque je trouve qu'il est répété tellement souvent dans tous les contextes qu'il perd de plus en plus son sens et qu'il se délite. Vous savez, un peu comme je sais pas si tout le monde a ce jeu-là, mais quand on était enfant, quand on répète indéfiniment un mot et qu'il se dissout un peu dans notre bouche et qu'il perd toute consistance. Et donc j'aimerais revenir rapidement sur le terme de crise, même si j'ai pas le temps de rentrer dans le détail, et sur ce que j'aimerais mettre comme sens derrière ce mot, qui en perd de plus en plus. Alors, en effet, le plus souvent, et comme il a été dit lors de l'introduction de ce séminaire, le terme de crise indique une rupture, une panique, une catastrophe, mais c'est également le lieu de l'opportunité, du changement. Et c'est effectivement un des sens de crise, un des premiers sens étant le point critique lors d'une maladie. Et moi, c'est un autre sens que j'aimerais souligner ici, puisque si on revient au sens étymologique de la crise et du point critique également, on en vient au terme de crisis qui signifie décision et jugement. Et dès lors, les connotations ne sont plus du tout les mêmes. Et c'est ici que se joue la jonction entre le subir et l'agir. Puisque si la crise est le lieu du choix et de la décision et du jugement, les enjeux sont complètement différents. Donc, voilà pour le mot crise. Et si je reviens également sur le terme de communication, j'ai fait un peu le même travail, et je l'avais déjà souligné l'année dernière dans mon mémoire, c'est que, à première vue, souvent, enfin, en tout cas moi, avant de faire le master conseil éditorial, pour faire un petit peu de pub à cette formation, j'avais une vision très caricaturale de la communication comme simple ornement, comme emballage cadeau, comme ce qui s'ajoute autour d'une réalité qui lui préexiste, et c'était vraiment pour moi un simple outil. Et lors de mon travail de l'année dernière, et que je confirme de plus en plus dans mon travail de doctorante et dans la relation que j'ai avec la communication, celle-ci est avant tout et davantage un jeu de relations sociales, de valeurs, d'autorité et de confiance épistémique. Et dès lors, l'enjeu n'est plus le même. Et la responsabilité du communicant prend tout son sens. Et j'aimerais souligner, dans le temps qui me reste, ce qui confirme cette idée que la communication n'est pas qu'un simple ornement, puisque aujourd'hui a été souligné et va encore être souligné les enjeux éthiques de la communication. Et j'aimerais souligner pour ma part que les enjeux éthiques de la communication reposent sur des enjeux épistémologiques. Et c'est pour ça que j'aimerais vous introduire à la notion d'épistémologie sociale, que je ne maîtrise pas encore énormément, mais que j'aimerais travailler durant mes 3 années de thèse, et qui souligne la responsabilité et l'importance de la communication dans nos sociétés. Alors le principe de
l'épistémologie sociale, pardonnez-moi, donc je vous ai encore mis de texte. C'est une épistémologie qui se concentre sur toutes les sources indirectes de la connaissance et qui est moins dans l'introspection, dans le rapport au savoir. C'est-à-dire donc l'épistémologie, pour rappel, c'est le questionnement des sources et des fondements du savoir et de la connaissance. Et l'épistémologie sociale souligne que le plus souvent, la connaissance de chacun vient des interactions sociales, et dès lors, la communication et les supports de la communication ont un rôle énorme dans l'élaboration du savoir de chacun. Et elle s'intéresse donc, cette épistémologie, aux relations et, je vais vous mettre la dernière citation, aux supports d'information qui sont envisagés eux-mêmes comme participants à la connaissance et pas simplement comme des intermédiaires ou des médias. C'est-à-dire que la communication et les modalités de la communication ne sont pas de simples outils qui viennent après des relations sociales, mais elles les structurent et elles conditionnent l'élaboration du savoir de chacun. C'est ainsi donc que j'entends justifier le passage de la première question, les limites de la communication dans un contexte de crise, à la seconde question, quel modèle de communication voulons-nous choisir? Puisqu'en effet, si la crise est le lieu et la temporalité du choix, si elle est issue de choix et si on ne peut la dépasser que par des choix et des actions, et si la communication n'est pas un simple ornement, mais un système de valeurs et de relations épistémiques qui suppose des responsabilités, nous ne sommes plus dans le subir, mais bien dans l'agir, et nous devons choisir des modèles de communication, et nous devons assumer la responsabilité, et ne pas fuir derrière des mots qui pourraient faire écran, comme crise et communication, s'ils sont entendus dans un sens extrêmement superficiel. Voilà. Je suis désolée de finir par voilà. Je vous remercie tous de m'avoir écouté et j'espère avoir été claire et j'ai hâte de pouvoir discuter avec vous sur ces sujets. Merci beaucoup à vous, Anne.